Yo! Salut! Bonjour à tous, bienvenue sur le live. Alors, on va de toute façon attendre quelques petites minutes pour que les premières personnes puissent nous rejoindre. Et puis après, on va directement attaquer avec ce marché de fou qu'on est en train de vivre depuis hier. Et puis aujourd'hui, on va pouvoir bien en discuter. Certainement. Yes. Il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est un petit peu du spontané, ce qu'on fait, donc on n'a rien organisé. On verra bien ce que ça va donner. Rien du tout. Je propose qu'on regarde, nous, un petit peu le chart tout simplement de notre côté pour l'instant, en attendant les premières personnes. Il y aura du monde qui va rejoindre dans quelques petites minutes. Ouais. C'est... qu'est-ce que c'est, ça, ce dollar? Il y a eu un petit peu le DXY, il y a eu... Yes. Ce que je pensais déjà, c'est les chiffres d'inflation qui sont sortis à 2h30. Je pensais déjà voir en dessous de 8%. J'aurais pas cru 7,7. On est passé à 7,7. Donc, c'est nettement plus bas que tout le monde pensait. Et naturellement, quand on a des surprises si grandes sur les marchés, ça réagit assez fort. Ce qu'on voit, le DXY est en train de s'écrouler. Donc, la force du dollar est en train de s'écrouler. Voilà, on le voit là. Et on a quand même encore toujours, même avec tout ce qui est en train de se passer dans l'espace cryptocurrencies, avec tout le FUD et tout ce qui se passe avec FTX, on voit quand même un très fort soulagement dans Bitcoin aussi. L'SPX, donc les S&P 500 en futur, et le Nasdaq est en train de sauter énormément aussi. Donc, c'est surtout un soulagement dans les marchés traditionnels et on le voit quand même dans le marché Bitcoin aussi. Mais non, il y a quelque chose à quoi on devrait quand même faire gaffe. Je sais pas si on va déjà parler de ça maintenant ou on attend encore un peu. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses à discuter en fait. Donc on va voir un tout petit peu comment on va le faire durant ce live. Je propose qu'on attende peut-être encore quelques petites minutes. On va parler justement du DXY aussi, naturellement aussi du Bitcoin, à quoi s'attendre. On pourra parler un petit peu d'FTX aussi typiquement. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Si le son d'ailleurs il est bon, n'hésitez pas à le dire. C'est une première fois qu'on met que ça les uns à côté des autres. Ouais. Donc n'hésitez pas à dire si d'un coup vous ne nous entendez pas parfaitement. Je vois qu'il y a du monde qui arrive sur le live, donc c'est cool. Bienvenue à tous. Bienvenue. Et puis voilà, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, on va essayer également d'y répondre au maximum. Donc n'hésitez pas à poser des questions. On va regarder tout ça. Mais je pense que quand on parle souvent, il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas paniquer en effet, mais il faut clairement se poser des bonnes questions quand même. Parce qu'actuellement, il y a quand même beaucoup de risques sur le marché. Énormément de risques sur les plateformes d'échange, comme on a pu voir avec FTX. Est-ce qu'il y a des prochaines plateformes d'échange également centralisées qui peuvent faire la même chose? Si oui, pourquoi? Et puis lesquelles? C'est un petit peu les questions qu'il faut se poser, je pense, aujourd'hui pour pouvoir se sécuriser. Si on a des fonds sur des plateformes d'échange centralisées, est-ce qu'on les enlève? Est-ce qu'on les laisse? Est-ce qu'on enlève une partie? C'est un petit peu, je pense, les réflexions qu'on va essayer de se faire un tout petit peu aujourd'hui sur ce live. L'objectif, c'est peut-être de rester à peu près une demi-heure, 1 heure. On verra bien un tout petit peu ce que ça donne. Oui, un tout petit peu l'engouement aussi des gens. Et puis on va voir tout ça, quoi. Le son est bon, les gars? Est-ce que tout est bon de votre côté? On va regarder ça. Lou Cartel. Salut, Zach. Et c'est une première, comme vous pouvez voir, qu'on fait aussi un live les uns à côté des autres. On a la chance, on a un petit peu l'équipe de Cryptologique qui sont passés ici en Suisse un petit moment. Donc c'est nice, c'est cool. C'était important de passer, je trouve. C'est important de faire ça avec la commu, de faire ça avec l'équipe. C'est quand même des temps historiques. Ce qui est en train de se passer maintenant, pas seulement dans les marchés traditionnels, mais naturellement aussi dans tout ce qui se passe dans la crypto. On a vu FTX, c'est du jamais vu. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est comme Mt. Gox. Maintenant, Mt. Gox, c'était en 2013, le Bitcoin n'était pas encore si grand et il y avait 80% de tous les Bitcoins qui étaient sur l'échange. Maintenant, on a 10 milliards de leviers de dette de FTX qui explosent tout à coup. Ces chiffres. Donc, c'est des chiffres absurdes. C'est pour ça que faire ça en commu et ensemble, c'est quand même un très, très grand plaisir de savoir faire ça. C'est clair. On aurait pu commencer il y a une demi-heure, mais on a mal géré le timing, malheureusement. On a mal géré le timing et moi, j'étais en train de regarder le CPI. Et voilà la réaction, donc on le fait maintenant pour répondre à vos questions et de quand même donner des informations. Il y avait, juste avant, t'as discuté avec du monde, toi, non? Quand tu écoutais un petit peu les chiffres. Ouais. T'étais juste tout seul. Non, j'étais dans des Twitter Spaces. Ouais, exactement. Ouais. Qu'est-ce que les gens ils disaient un tout petit peu, justement, avec ces, donc 7,7%? 7,7%,
7,7%, c'était une surprise énorme. On voyait tout le monde dans les Twitter Spaces qui devenaient un peu fous. C'est incroyable. Moi, je n'ai pas les charts ici avec moi naturellement, mais pendant le dernier live, on a fait quelques modèles pour le courant du Fed Fund Rate et l'inflation, les chiffres d'inflation. Maintenant, on est dans un très, très bon modèle. On est en train de le suivre. J'avais aussi dit, j'espère quand même voir 7,8 ou certainement en dessous de 8%, on a eu 7,7. Donc, voilà, pour le prochain live aussi, je vais savoir intégrer toutes ces données dans le modèle et on va savoir être nettement plus spécifique pour savoir trouver ces mois en 2023 où ça devrait mieux aller avec l'économie. Donc, ça, c'est cool. Naturellement, sur cette partie-là, les réactions des marchés, le soulagement dans la crypto, ça peut être, on voit quand même encore toujours la corrélation. Et ça, c'est chouette de voir parce que je pensais, puisqu'on a un si grand drame dans les marchés crypto, je ne pensais pas que ça allait avoir un si grand impact. Mais quand même, on voit Bitcoin qui saute. Ça peut être une très, très bonne entrée. Je voudrais juste dire, faites attention, les gars, parce que ça peut être une bonne entrée pour des shorts maintenant aussi. C'est la smart money qui retrouve un peu les fonds pour exit le marché en mode short. Donc, il faut faire gaffe à ça. Il y avait énormément de personnes qui étaient short sur les altcoins, sur Bitcoin. Ça fait qu'on est très, très prone à des short squeeze potentiels. Ce qui fait que l'explosion sur les marchés de Bitcoin, ça a aussi fait à ça parce que tout le monde était short. Donc, une fois que ils se font liquider pas par pas, bon, on a une explosion vers la hausse. Donc, on va voir. On va rester regarder ça de près. Et sur FTX en cours, de quoi on voulait parler aussi, c'est de quand même faire gaffe pour tout le monde parce que il y a un peu de nouvelles d'un peu partout. Il y a beaucoup de spéculation sur les réseaux sociaux aussi. Il y a beaucoup de peur. Donc, il faut faire quand même attention à ça et regarder d'une façon assez critique. Mais il y a aussi une rumeur que potentiellement, puisque FTX était si grand, qu'il y avait potentiellement les treasuries, donc les trésors de différents échanges qui seraient peut-être gérés par FTX. Mais non, ça fait que si ça serait le cas, c'est simplement une spéculation, c'est une casquette avec aluminium folie, tinfoil hat on. Mais si ça c'est le cas, alors c'est aussi leurs fonds qui sont coincés là-dedans. Donc ça, c'est à voir aussi. Si vous êtes sur des autres échanges, des échanges plus petits, je dirais, ce n'est pas des avis financiers, mais de quand même garder votre cold wallet ou software wallet près de vous et de ne pas garder trop de exposure sur ces échanges. Ça ne vaut pas la peine de prendre le risque. Je pense qu'on a clairement aujourd'hui simplement pas assez d'informations sur les plateformes d'échange. Les plateformes d'échange centralisées, c'est clair que il y a des choses qu'on n'est clairement pas au courant. Je pense pas qu'on peut avoir toutes les informations aujourd'hui. Et puis eux, ils vont de toute façon aussi le cacher s'il faut cacher quelque chose, puis ils arrivent à le cacher, ils vont le faire naturellement pour pouvoir se protéger aussi le plus longtemps possible. Donc la seule manière aujourd'hui pour pouvoir vous protéger et puis de faire en sorte que vous puissiez avoir vos crypto-monnaies en sécurité, c'est en effet aujourd'hui un cold wallet. Je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui, ils ont clairement des cold wallets déjà peut-être chez eux. Si vous en avez pas, je pense que c'est un très 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 bon moment pour pouvoir commencer en tout cas à vous intéresser au cold wallet. D'avoir maintenant votre ledger, puis de déposer vos crypto-monnaies que vous avez sur vos plateformes d'échange centralisées, puis on parle vraiment de toutes les plateformes d'échange, qu'on se met d'accord. Je pense que c'est vraiment, vraiment pas une mauvaise décision. En tout cas, une partie des crypto-monnaies, naturellement, vous faites absolument tout ce que vous voulez, mais ça peut aller très, très vite. Avec FTX, ça a été très vite, ça a duré quelques jours. En quelques jours, c'était dans un claquement de doigts, on a eu des informations qu'il fallait commencer à faire attention. Tout le monde en parlait, et puis en moins d'une semaine, ça a été coupé, et puis les gens, ils n'ont même pas eu le temps. C'est exactement ça. Et c'est aussi un cas très psychologique. On voit ça dans les banques traditionnelles aussi. Une fois qu'il y a des mauvaises nouvelles qui sortent et que ça commence à vivre une vie sur les réseaux sociaux ou dans les médias, aussi dans les médias traditionnels, tu commences à voir une panique et tout le monde veut ses fonds. Donc retire les fonds de FTX. Il y avait 6 milliards $ de fonds qui étaient retirés dans une période très très courte. Ce qui naturellement fait que c'est une self-fulfilling prophecy. Donc, pour
être en avance, c'est très bizarre à dire, mais il faut le faire en premier. Et c'est ce qui s'est passé en FTX aussi. Les gens qui ont eu les nouvelles en premier, qui paniquaient en premier, maintenant ils ont leurs fonds. Et les gens qui étaient trop tard ou avaient pas les nouvelles à temps, les fonds sont coincés là-dessus en fait. Et on voit donc le risque sur les autres échanges aussi, parce qu'on voit tout le monde paniquer et on voit tout le monde un peu retirer leurs fonds vers des cold wallets ou des software wallets. Et donc ça peut être la même chose dans les autres échanges. Et sur ça, ce que tu avais dit, les autres échanges essayent de ne pas avoir un bank run, right? Donc, ils vont dire, comme Celsius, etc., aussi, jusqu'à un moment même, de voilà, les gars, chez nous, tout est en ordre. On n'a pas de dette chez FTX. Et c'est bien possible qu'il n'y a pas de dette à FTX, mais il y a une grande chance que presque tous les échanges sont des banques fractionnelles de réserve. Donc, ils n'ont pas tous les fonds immédiatement là, dans un trésorier. Right? Donc, si tout le monde maintenant est en train de paniquer et de retirer leurs fonds, naturellement, ils vont aussi devoir arrêter les withdrawals, qui rend encore alors beaucoup plus de panique, et alors qui fait que, merde, on doit liquider notre position dans un marché très baissier, ils vont faire des pertes, ils vont pas savoir repayer leurs dettes. Ces dettes sont alors des dettes d'une autre société ou d'un autre échange. Cet échange-là, il n'a plus ses fonds non plus parce que l'autre échange sait plus repayer leurs dettes. Et ça, c'est une cascade. Et tu ne veux pas prendre le risque de faire partie de cette cascade, on trouve. C'est exactement ça, ouais. On a eu aussi des discussions, alors après on pourra peut-être aussi en parler, mais on a eu des discussions aussi en interne avec la communauté de chez Cryptologique, avec typiquement Guru, sur lesquels on a pu parler un petit peu des smart contracts, sur les pools de liquidité, des choses comme ça. Donc il y a des choses, je pense, aujourd'hui, techniquement aussi, où on doit vraiment faire attention. Moi, j'ai pas peut-être assez de connaissances des fois sur certains de ces domaines, mais le côté cascade peut vraiment aller très, très, très loin. Ouais. Moi, je ressens de la panique vraiment partout. Je reçois des messages de plein d'amis différentes qui m'envoient des messages et des personnes qui me disent c'est bon, je peux enfin acheter du Bitcoin. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je suis encore safe sur KuCoin? Est-ce que je suis safe sur Bybit? C'est vrai qu'on n'a pas en fait une réponse juste à qu'est-ce qu'il faut absolument faire. Mais la chose qu'on peut aujourd'hui faire, c'est sécuriser déjà les crypto-monnaies, comme on a dit donc sur les cold wallets, et puis de faire en sorte de pouvoir profiter quand même aussi un maximum de toutes ces informations, parce qu'on sait très bien aussi que c'est durant ces moments-là qu'on fait de l'argent. C'est ça. C'est là où les personnes qui réfléchissent, qui prennent le temps, puis qui réfléchissent logiquement, qu'il y a énormément d'argent à gagner sur le marché, que ce soit maintenant en trading, que ce soit maintenant sur le côté typiquement avec les annonces, comme ici on a pu avoir avec tes 7,7%. C'est des choses. Toi, tu savais que ça allait être positif. Oui. Tu étais très positif. Très confiant, oui. Exactement, ouais. Donc, je pense qu'il faut vraiment réussir à maintenant prendre, en tout cas pour les prochains jours, beaucoup de sécurité, un maximum, mais également essayer de profiter de cette situation. Parce qu'on est là clairement aussi, en tout cas sur le marché financier, pour essayer de gagner de l'argent. En tout cas, pas en perdre. Ça, c'est la base. C'est le plus important. Oui. Parce qu'il y a des gens qui vivent un moment très, très, très difficile, je pense. Aujourd'hui, à FTX, je veux dire… Nettement, certainement. C'est aussi quelque chose, on l'a vu avec Celsius, BlockFi, Voyager, etc. aussi. On voit les réseaux sociaux alors avec beaucoup, beaucoup de misère, beaucoup de drames. On les voit maintenant avec FTX encore nettement plus fort. On voit sur Twitter énormément de gens qui avaient beaucoup de fonds sur FTX. Ça me remet immédiatement dans l'esprit de Celsius en mai. Et c'est horrible. Maintenant, c'est super, super difficile de rentrer dans un bâtiment en feu quand il y a tout le monde qui est en train de sortir du bâtiment en panique. Mais en effet, de nouveau, pas d'avis financier, mais c'est là où le risk-reward est le plus haut. Quand tout le monde panique et quand tout le monde perd l'histoire, enfin le belief dans la crypto, et c'est ce qu'on a vécu en 2018, c'est ce qu'on a vécu en 2013. Naturellement, il y aura énormément de projets et énormément de tokens qui vont passer à zéro ou vont passer à 95%, 99% de loss. Mais les bonnes sociétés, et il y en a quelques-unes, les bonnes tokens et le Bitcoin va probablement survivre, right? Et c'est à des moments comme ça que tu as le best risk reward. Ça fait mal de le faire et ça fait très, très peur. Mais c'est là où les profits sont faits naturellement. Donc, on va voir les cascades de liquidation maintenant, la capitulation.
Je pense quelque chose de très important à regarder maintenant, et ça c'est les infos qu'on est en train d'essayer de rechercher, mais c'est pas simple parce qu'il y a beaucoup de spéculation partout. Il y a aussi beaucoup de FUD, il y a beaucoup de gens qui utilisent leur plateforme qu'ils ont maintenant, ou plus de gens qui recherchent des informations pour donner des informations qui ne sont pas toujours correctes. Il y a beaucoup de mimes, il y a beaucoup de blagues, il y a beaucoup de false info. Donc il faut quand même essayer de rester correct là-dedans. Mais ce qu'on est en train d'essayer de faire maintenant, c'est quand même essayer de trouver de l'information. C'est quoi le nombre de contagion? Je vois pas quel mot c'est en français, contagion. La contagion, ouais. La contagion réelle de ces 10 milliards, enfin entre 6 milliards et 10 milliards de fonds de FTX. N'oubliez pas, 10 milliards, c'est très difficile à rentrer en perspective, mais c'est 10 000 millions. Hein. Donc, il y a donc 10 000 millions de dollars qui sont partis en valeur. Où est-ce qu'ils sont qui partent? Maintenant, il y a quelques données. On sait, on a de l'information dans lesquelles Alameda et FTX ont investi, dans quels rounds de VC c'était. Ils ont aussi énormément de marketing. Hein. Donc, comme la team, c'est très bizarre, comme la team Formule 1 de Mercedes, ils sont sponsorisés par FTX. Le Miami Heat Arena, c'est la FTX Arena. Et il y a Tom Brady aussi qui a investi publiquement en FTX. Tom Brady, c'est quand même une superstar en Amérique aussi. Donc, tu vois la panique déjà sur tous ces réseaux sociaux et toutes ces personnes, les entités qui sont quand même assez connues dans les marchés tradis ou dans l'univers tradit. Et puis, tu as énormément de tokens aussi. On voit Solana qui se fait taper dessus très, 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 très fort. Pourquoi? Parce que FTX était un des plus gros investisseurs en Solana et donnait aussi énormément de liquidité au marché de Solana. Maintenant que FTX s'écroule, naturellement, il y a beaucoup de panique sur les marchés de Solana, sur la blockchain. Tout ce qui est dans la DeFi maintenant, avec les stablecoins sur Solana, dans les problèmes aussi. On a vu Crypto.com qui avait arrêté les withdrawals des stablecoins sur la blockchain de Solana parce qu'il y a tellement de problèmes là-dessus. Donc, l'impact est gigantesque et on va quand même essayer de voir jusqu'où ça passe. Maintenant, c'est de la spéculation jusqu'à maintenant. Ouais. Ce que je voulais encore dire là-dessus, je ne sais pas si toi, tu as encore des infos avant à partager. Non, après, ce que je voulais peut-être voir aussi, alors naturellement, on va essayer de répondre aussi après un petit peu aux questions du chat, mais il y a SBF aussi qui vient de faire un tweet il y a 2 minutes en arrière, un thread. Donc, on pourra peut-être le regarder aussi après directement ensemble. Ça peut être assez intéressant. Oui, il doit se sentir horrible aussi, lui. Ouais. Mais donc, maintenant, c'est de la spéculation. Quand est-ce que ça sera les données réelles? Eh ben, c'est moi. J'ai fait beaucoup de recherches sur Celsius et le chapitre 11, le banqueroute de Celsius. Et je pense qu'on va avoir un peu la même histoire. Donc, on sait se baser sur quelque chose. Si vous voulez plus d'informations sur Celsius, les gens à suivre, c'est surtout Simon Dixon. C'est en anglais. Mais donc, pour maintenant, ce qu'on sait, c'est que FTX est très, très dans les gros problèmes. SBF est en train d'essayer de rechercher des fonds pour couvrir ce trou qu'il y a. Binance a déjà dit non. On a eu de la spéculation sur BlackRock. La chance est très, très petite. Peut-être des banques traditionnelles qui sont intéressées. Je pense pas. Je pense qu'ils vont dire non pour couvrir ce trou. Maintenant, quelles sont les répercussions? La répercussion est que la DOJ, le Department of Justice des États-Unis, et la SEC, le régulateur des Amériques, des États-Unis, est en train de toquer à leur porte d'FTX, Sam Bankman-Fried, en disant on va faire des recherches pour la fraude, etc. Maintenant, une fois que ces instances comme la DOJ et la SEC commencent à se mêler, la seule solution que quelqu'un a pour se protéger contre ça, c'est de passer en chapitre 11 ou en chapitre 7 de banqueroute. Parce qu'alors, on se met avec les avocats et ça va vers la justice. C'est un juge qui décide tout. C'est un processus juridiciaire. Donc, je pense qu'il n'a pas beaucoup de temps, SBF. Je pense qu'il va passer en chapitre 11, espérons, que ce soit un chapitre 11 bientôt. Je crois même dans quelques heures ou peut-être demain ou dans 2 jours, mais je pense qu'il y a beaucoup de pression sur lui de rentrer en banqueroute. Ce qu'on aura alors, c'est les chiffres officiels après un petit temps, parce que puisque c'est donc tout ce qui est juridiciel avec des avocats, pour ça, les deux parties doivent avoir tous les infos. Et le juge va demander toutes les informations publiques, ce qu'ils ont,
Ils vont creuser très, très fort. Alors, avec cette information-là, on va savoir nettement plus. Et je pense, ça c'est de nouveau la spéculation, je pense que la grosse capitulation va venir quand on a ces documents, quand on voit réellement le dégât que ça fait. Parce que maintenant, on est en train de spéculer, mais quand on voit vraiment quelles instances, quelles sociétés, quels hedge funds sont exposés avec le nombre d'explosions qu'ils ont et quels tokens surtout aussi, on va voir la deuxième grosse capitulation. Donc, pour ça, on va rester suivre ça. Moi, je vais rester suivre ça de très près. Je sais expliquer dans un prochain live où je vais essayer d'écrire ou retrouver le plus d'informations possibles sous la différence de chapitre 11, chapitre 7. Quelles sont les implications là-dedans? Est-ce qu'il y a quelque chose de positif pour les investisseurs ou pas? Le chapitre 11, ça c'est très positif parce que ça rend la possibilité pour des autres entreprises et les dupés de reprendre l'entreprise dans un autre nom. Et que tu sais alors avoir les fonds qui sont encore là en liquide, tu sais éventuellement les revoir, 10%, 20% de ce que vous aviez sur FTX, mais que les autres 80% seraient peut-être donnés en sorte de equity, right, de la nouvelle société. Et alors c'est à vous, en chapitre 11, c'est toute la spéculation, hein, c'est à vous d'alors vendre cette partie pour 10% du prix ou de le garder si vous croyez que la nouvelle entreprise va faire bien. Pour plus d'informations là-dessus, pour les gens qui ne savent pas attendre, c'est ce qui s'est passé avec Bitfinex quand ils sont passés en banqueroute. C'est Bitfinex et ça c'est un case qui est très positif. Maintenant avec Celsius, ça va probablement pas aller parce qu'il y a de la fraude. Donc ça aussi, c'est nouveau des informations à regarder. Quand SBF, il y aurait des informations de fraude, alors normalement, il y a pas beaucoup de possibilités pour un chapitre 11. Et on passe à un chapitre 7. Chapitre 7, c'est simplement liquider tous les assets qu'il y a encore, qu'ils ont encore. Je ne sais pas combien il y en a. La spéculation est que c'est 10% de tous les fonds qu'il y a encore qu'ils ont en liquide. En chapitre 7, on vend ça. Et alors, c'est parti et tu dois faire bon avec 10%. Mais jusqu'à maintenant, c'est encore toujours la spéculation. On regarde ça de près et voilà. Quand les documents rentrent et quand on passe dans le processus, on va vous tenir au courant aussi naturellement. Top. Ouais. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui parlent en effet du tweet de SBF. Ouais. Donc, on peut le regarder ensemble. Ce qui peut être assez intéressant, c'est de pouvoir peut-être faire un petit tour. Donc, il y a 22 points différentes. La première, c'est « Je suis désolé ». Ça, c'est la plus grande chose. Il aurait dû faire mieux. Donc, je ne sais pas si on peut le… ouais, tu m'étonnes. Je ne sais pas si tu veux qu'on le lise peut-être en anglais, puis après on le traduit directement par la suite. Ça passe. J'ai pas mes lunettes, mais je te fais confiance. Alors, moi, je vais lire. Alors, ce ne sera pas avec un autant bon anglais que Tintin, mais je vais faire au mieux possible. Donc, I also should have been communicating more very recently. Transparency. My hands were tied during the duration of the possibility Binance deal. I wasn't particularly allowed to say much publicly. Ça, en effet, c'est quelque chose qu'il a pas pu faire. Donc, c'est de parler en public directement. Ouais. Donc, il y a des choses qu'il pouvait simplement pas directement dire, malheureusement. But of course, it's on me that we ended up there in the first place. Donc, ouais, il prend tout le blame, il prend tout ça sur lui. Ça me fait fort penser à Suzu avec Three Arrows Capital où il avait aussi dit je suis désolé. Il y avait Do Kwon aussi avec Luna, etc. C'est oui. T'as joué avec 10 milliards de dollars. Ça fait mal de lire. Ça fait très très mal. So here's an update on where things are. Donc, c'est un petit update de où est-ce qu'on en est actuellement. This is all about FTX International. The non-US exchange FTX US users are fine. Donc, toutes les personnes du côté FTX US, apparemment, sont bons. Je pense que c'est vraiment à cause de la régulation. Hein. C'est à cause de la régulation, mais ce que je ne comprends pas, c'est comment il y a encore des fonds qui savent rentrer, des gens qui mettent des fonds sur FTX US après ce qui s'est passé. Ouais. Ça, c'est incroyable. Ouais. Treat all of these numbers as rough. They're approximation here. Donc, ouais, c'est tout approximatif. Tous les numéros naturellement qu'il va partager. FTX International currently has a total market value of assets collateral higher than client deposits. Donc, tout le côté de la valorisation du marché et puis le collatéral est plus haut que les deposits de leurs clients, c'est ça, hein? Donc, ils ont… Qu'est-ce qui… Attends, hein. Je vais voir si je peux faire quelque chose. Oui, regarde-moi ça. Parfait. C'est pas mal, ça. Hein? Non.
Donc, ouais, ici. Sorry, International currently has. FTX International currently has a total market value of assets collateral higher than client deposits. Moves with prices. Oui, donc là, c'est le problème. Hein. Est-ce que c'est FTT? Parce que si c'est FTT qu'ils ont en collatéral, naturellement, ça vaut zéro. C'est comme Celsius qu'il a utilisé dans le Court of Justice aussi. Il avait dit on a 600 millions en token Celsius, mais qui va acheter ces tokens Celsius ou token FTT? Il n'y a pas de valeur. Donc, ça, c'est encore à voir et ça, on va voir dans les documents s'il libre ces documents. Donc, voilà. The full story here is one I'm still fleshing out every detail of, but as a very high level, I fucked up twice. The first time, a poor internal labeling of bank-related accounts meant that I was substantially off on my sense of user's margin. I thought it was lower. OK. Donc, le nombre de margin qu'ils ont utilisé était nettement plus haut qu'ils pensaient. Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas accès à ces chiffres-là. Ça me paraît un peu bizarre. Ils ont clairement ces chiffres. Oui. Non? A poor internal labeling of bank-related accounts. A poor internal labeling. Tu vois, le problème avec ça, c'est que l'entreprise est aux Bahamas. Hein. Et les régulations aux États-Unis, ça rend les choses très, très compliquées. En fait, ça donne un incentive pour les échanges de partir d'une autre régulation. Donc, ils partent vers les British Virgin Islands, ils partent vers Malte, ils partent vers le Singapour ou ils partent aux Bahamas. Et ça fait que c'est super, super compliqué parce que c'est un offshore structure, right? Donc, ça commence à être super compliqué avec combien d'argent est-ce qu'on a où. Et puis, ça rend super compliqué pour la IRS, pour la SEC et la DOJ des États-Unis pour rechercher les bons chiffres. Donc, est-ce que je peux le croire que le CEO ne sait pas où sont les fonds et combien de marge, disons, sur ces fonds? Je ne pense pas vraiment, mais ça, c'est vraiment lazy stuff, alors, si c'est le cas. Ça, c'est mon avis, naturellement. My sense before, leverage, ils n'ont pas le leverage. 0x, ouais. US liquidity ready to deliver 24x average daily withdrawals. Ouais. Donc ça, j'ai pas tout à fait bien compris. Ok, donc là, il dit qu'il n'avait pas de levier sur les fonds qu'il avait. Ok. Mais ce qui est important ici, c'est la liquidité qu'il y avait en réserve. Donc, on a vu les 6 milliards qui sont sortis de FTX, et je t'avais parlé de ça aussi, c'est que les 6 milliards, ça m'a quand même étonné parce qu'ils avaient énormément de réserves. Avec Celsius, oublie seulement que c'était 6 milliards, c'était nettement avant ça qu'il y avait simplement plus de liquidité. J'avais parlé que les banques fractionnelles qui font de la réserve fractionnelle, ils gardent la plupart des fois 10%. 10% de leurs fonds. Maintenant, ici, ils avaient 24 fois plus que ce que les gens retiraient. Donc, ça, en effet, c'est ce qu'on fait dans les marchés traditionnels aussi. C'est les banques qui font des calculs avec la moyenne de combien les gens retirent par an, par mois ou par jour, et ils gardent la liquidité avec un certain buffer là-dessus, que les gens savent retirer de la liquidité et déposer de la liquidité sans problème. Maintenant, apparemment, les modèles de SBF disaient qu'ils avaient 24 fois plus que la moyenne. Naturellement, 24 fois plus, ce n'est pas assez. Si tu as un bank run, la seule chose qui est assez, c'est 100%. Right? Et personne des banques fractionnelles réserves ont 100%. C'est pour ça qu'il y a tellement de risques sur les autres échanges aussi à cause de la panique. Parce qu'il y aura, selon moi, il n'y aura aucun échange qui a 100% de leurs réserves qui font rien avec. D'ailleurs, tout en bas, ils disent, bien sûr, en gros, qu'ils avaient environ 5 milliards de personnes qui ont retiré du coup 5 milliards, ouais. Dimanche. Mais il dit le plus gros, c'était par des margins. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? The large by a huge margin. Ah, huge margin, c'est juste c'est le plus haut qu'on a jamais vu et avec beaucoup. Ouais. Ah bah, c'est clair que ouais. C'est la panique, hein, ça c'est sûr. And so I was off twice. Donc le nombre de fonds qu'il avait, il ne savait pas vraiment, et le nombre de margin que les gens avaient sur son échange, il ne savait pas. Donc ça, c'est sa première faute, il dit. Et alors la deuxième faute, c'est que oui, pourquoi la deuxième faute en fait? Parce qu'il n'avait pas assez de fonds oui. Donc sa deuxième faute était de ne pas avoir 100% de réserve. Naturellement, je ne pense pas que c'est vraiment
a way to fuck up. It's just a way to make more money. It's C'était just voulu, greed. ça. Voilà, C'était c'est clairement- de la greed. Tu veux faire de la thune sur les 90% de fonds des gens qui étaient sur FTX et tu voulais les investir dans quelque part d'autre pour avoir les 5% ou les 6% et de prendre un risque énorme aussi avec ces fonds. Hein. Mais ça, exactement ce qu'il a fait avec les fonds, on va voir si il file un banqueroute. Et ça aussi, ça va de nouveau comme Alex Mashinsky de Celsius. On a vu qu'il a vraiment fait des trucs complètement degen dans la DeFi et probablement SBF aussi. Donc, on va voir ça plus tard. Ouais. And the third time, I'm not communicating enough. I should have said more. I'm sorry. I was slammed with things to do and didn't give updates to you all. I was slammed with things to do. Hein? C'est la même chose que Caroline avait dit dans une réaction. Tout et rien dire. Elle avait dit oui, je n'ai pas vraiment beaucoup de temps maintenant, mais on devrait être OK. Comment est-ce que tu sais dire ça s'il y a une telle panique et que tu as 10 milliards de fonds investis de gens comme moi et toi et que tout le système, en fait, est relié à ce que toi tu fais et de dire I was slammed with things to do, j'avais trop à faire. Ça, c'est unprofessional stuff. C'est incroyable. Ouais. Donc, ça, c'est mon opinion. Anyway, right now, my number one priority by far, and so we are where we are. Which sucks. And that's on me. I'm sorry. Ouais. OK, ben SBF, merci. Tout s'écroule. Il y a un tsunami de merde qui vient. En gros, il prend juste la responsabilité sur lui, mais avec des excuses. Presque pas, quoi. Presque pas. Donc, numéro 9. Anyway, right now, my number one priority by far is doing right by users. Oui, on a entendu ça de Celsius aussi. Ouais. And I'm going to do everything I can to do that, to take responsibility and do what I can. OK, donc il va prendre la responsabilité, il va tout faire ce qu'il peut. Je ne sais pas combien de choses il sait encore faire. La seule chose qu'il sait faire, c'est essayer d'appeler ses potes et d'aller chercher des fonds. Et s'il y a bien quelqu'un, s'il y a un investisseur qui veut donner ses fonds, alors naturellement, ça peut être très, très positif. Mais je crois que c'est une très, très, très petite chance qu'il va trouver cet argent. So right now, we're spending the week doing everything we can to raise liquidity. Exactement ce que j'avais dit. I can't make any promises about that, but I'm going to try and give anything I have to if that will make it work. OK, ben, je pense qu'il y a une très, très petite chance. Ouais. There are a number of players who we are in talks with, LOIs, term sheets. Donc, les LOIs, c'est en fait des contrats ouverts, comme CZ avait donné à SBF. Il avait signé un LOI. C'est en fait une lettre de collaboration, mais c'est une lettre optionnelle. Donc, à chaque fois qu'il y a plus d'informations qui ressortent et tu as plus de données et tu dis, comme autre entreprise, OK, voilà, c'est le trou est trop grand, je ne sais plus pas participer. C'est donc une option, c'est pas un deal fait, right? C'est la même chose que CC avait fait de Binance. C'est des letter of intention pour les gens qui veulent savoir, la LOI. Il y a un message ici, mais qu'est-ce qu'il peut réellement faire, honestly? C'est vrai qu'il ne peut pas faire grand-chose actuellement. C'est déclaré en banqueroute. C'est ça le premier truc qu'il sait vraiment faire quand il a des problèmes. C'est comme ça que tu te protèges contre un peu toutes sortes. Les règles américaines, c'est quelque chose de très bizarre. Hein. Alex Mashinsky est toujours pas en prison non plus. Même, on est en train d'essayer de prouver que c'était un Ponzi et qu'il avait fait de la fraude. Mais en Amérique, tu peux même mentir de la situation dans laquelle ta banque ou ton hedge fund est. Right? Donc, tu ne peux pas complètement mentir, mais tu ne dois pas tout dire. T'as pas un full disclosure dans le marketing, etc. de ce que tu fais et si tu es déjà très grand ou pas. Donc, ce qu'il sait faire et le mieux, ce que moi je ferais dans sa place, c'est immédiatement passer en chapitre 11. Comme ça, il s'est parlé à ses avocats et c'est des avocats de lui contre les avocats des accredited investors et les unaccredited investors. Plus sur ça un peu plus tard et contre naturellement le département américain là-dedans. Donc ça c'est la chose qu'il sait faire maintenant. Ou essayer de prier pour des fonds externes. Apparemment, ils ont sur Slack aussi, il a dit qu'ils allaient rechercher maintenant des fonds, c'est ça hein? Oui, donc le Slack interne de FTX, il y avait un leak aussi. Il avait dit la chose que sur quoi je vais me concentrer maintenant, c'est chercher des fonds pour c'est quoi, 4 ou 6 milliards qu'ils cherchent? Il voulait 4 milliards, je crois, qui recherchent des fonds maintenant. Good luck. 4 000 millions.
Il va pas les avoir, je pense. Apparemment, il y a spéculation de BlackRock. Il y avait JP Morgan qui était en train de faire des choses pour Celsius aussi. Il voulait éventuellement rentrer dedans, mais ce n'est vraiment pas intéressant de le faire. Donc, OK. Every penny of that and of the existing collateral, ça c'est à voir aussi combien il y a encore, hein, les gars. On pense 10%, peut-être 15%. Will go straight to users unless or until we've done right by them. Donc, vous vous rappelez encore, le collatéral, il disait qu'il avait nettement plus de collatéral que Investor Funds. Si ce collatéral est FTT, OK, comment est-ce qu'il va vendre ces FTT sur le marché? Qui va les acheter? Parce que les gens ne veulent pas les payer en FTT token, hein, les gars. Qui veut encore des FTT tokens? En la valeur sur papier de ce que ça vaut, ça, il va peut-être donner 1000 FTT tokens à une valeur de $22. À quoi Caroline voulait vendre tous les FTT de CZ, mais avec un FTT à 2,70, je crois maintenant. Bon, ce n'est pas très intéressant. Donc, de quoi est-ce que consiste ce collatéral? S'il ne le dit pas ouvert sur Twitter, il y a une raison probablement aussi parce que c'est presque 100% FTT. Right? Donc, fais gaffe à ça. We'll go straight to users unless or until we've done right by them. After that, investors, old and new, and employees who have fought for what's right for their career and who weren't responsible for any of the fuck-ups. OK. Ça va. Il y a pas a bit of loss of words sur ça. Because at the end of the day, I was CEO, which means that I was responsible for making sure that things went well. I ultimately should have been on top of everything. I clearly failed in that. I'm sorry. Donc, encore une fois, des excuses. Voilà, j'étais CEO, je savais pas la grandeur, etc. So what does this mean going forward? I'm not sure. That depends on what happens over the next week. But here are some things I know. OK. Donc, ça dépendra de ce qui va se passer pendant la semaine prochaine. C'est ça que moi, j'avais dit aussi. On va voir. First, one way or another, Alameda Research is winding down trading. OK, j'espère bien. Alameda arrête de faire des trades et ils sont en train de sortir des protocoles. OK, donc ça, c'est quelque chose d'important à regarder. On a un peu d'informations on-chain, sur chaîne. Il y a Guru qui est en train de partager beaucoup d'infos sur ça aussi. Il y a quelques autres accounts comme Glassnode, etc., qui sont en train de regarder ça. Il y a Coinmetrics. Tous les analyses sur chaîne qu'on a, donc on connaît les wallets de FTX. On est en train d'essayer de les suivre. Et on est en train de regarder dans quel protocole ils sont. Donc, s'il est en train de dire que winding down, c'est ressortir en fait. Donc, ils sont en train d'arrêter les trades et les positions. D'où est-ce qu'ils vont sortir ça et quelles sont les implications? Si c'est dans des pools de curve comme le pool de USDT, USDC, DAI, des trucs comme ça, est-ce que ça a des conséquences? Est-ce qu'ils sont en train de unwind leur collatéral de DAI en Ethereum? Est-ce que ça s'est donné une instabilité dans le MakerDAO et le peg de DAI? Tous ces trucs-là. Guru aussi, on en a parlé pendant la radiologie dans notre Discord, les problèmes dans tout ce qui est collatéral de DeFi, les projets, les liquidity pools de Uniswap, etc. Est-ce que ça peut nous donner des cascades de margin calls? Est-ce que ça c'est nous donner des cascades de liquidation? Et quelles sont les répercussions pour ça? Est-ce que Ethereum s'est passé à $2 ou à $0 même à cause de ces liquidity pools? Et alors la relation avec les oracles qui fonctionnent là-dedans. Donc on est en train de regarder ça de près et moi je suis en train d'apprendre beaucoup de choses sur la DeFi. Parce que moi j'utilisais les protocoles, je savais un peu comment ils fonctionnaient, mais maintenant ça commence à être très 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 important de regarder comment ils fonctionnent et quel est le risque là-dedans. Donc il y a des experts un peu partout et heureusement on a les réseaux sociaux pour retrouver ces informations le plus vite possible. Donc on regarde ça. Second, in any scenario in which FTX continues operating, its first priority will be radical transparency. Transparency probably always should have been given. Oui. Donc si par un miracle FTX c'est encore resté exister, ils vont se mettre complètement dans la transparence. C'est ce qu'on voit maintenant de Binance et des crypto.com aussi qui veulent avoir proof of funds, proof of reserves complet sur la blockchain. Maintenant la blockchain nous donne la possibilité de le faire, donc je comprends pas pourquoi les gens ne veulent pas le faire avant. Mais donc je comprends très bien pourquoi ils ne font pas. Parce que les utilisateurs veulent pas voir que 90% de leurs fonds sont dans des autres protocoles.
right? Maintenant, ces proof of reserves, j'ai un petit sentiment double de ça. Je ne sais pas ce que toi tu en penses, mais tu sais donner des infos ou des données qui ne sont pas vraiment réelles. Tu sais aussi de nouveau donner tes proof of reserves dans le coin qui ne vaut pas grand-chose. Disons que maintenant, Binance, c'est encore différent parce qu'ils ont toute une blockchain. Ils ont la Binance Smart Chain sur BNB aussi. Mais disons, un échange comme KuCoin. Si lui, il dit on a 10 milliards de valeur en collatéral, en valeur de KuCoin, et le KuCoin, personne ne veut l'acheter parce que, voilà, c'est seulement pour moi le trading fees, etc., un peu comme FTT. Ben alors, bon, proof of reserve, ça nous donne pas grand-chose non plus. Donc, et je crois qu'il y a un switch de mindset qui doit arriver pour les gens en disant tous ces coins sur tous ces tokens d'échange, sache que ça n'a pas beaucoup de valeur et que ça s'est s'écrouler complètement parce qu'il y a un moment où il y aura plus de demande. Right? Donc, c'est surtout ça à quoi on doit faire gaffe. Et naturellement, les proof of reserve sur les stablecoins, ça, c'est quelque chose de très positif. Mais donc, Binance et Crypto.com sont en train déjà de dire on va le faire. Et SBF maintenant dit aussi que s'il reste exister, qu'ils vont mettre 100% là-dessus aussi. Moi, personnellement, je suis pas, je sais pas trop vraiment quoi penser en effet par ce proof of reserve. Je trouve que c'est quelque chose sur lequel on peut pas vraiment. Alors, on peut recevoir des chiffres, mais à quoi bon finalement? À quoi ça nous sert finalement ces chiffres? Est-ce que c'est utile ou pas? On sait, il y a plein d'autres données en fait qu'on doit avoir également pour pouvoir mettre ça en cohérence avec ces proof of reserve finalement. Oui. On ne sait pas combien d'utilisateurs il y a, on ne sait pas exactement combien a été peut-être également déposité là-bas dessus. Oui. On n'a pas assez de transparence pour pouvoir savoir exactement ce que eux ils font avec les fonds par derrière, je pense. Exact. Et c'est aujourd'hui, c'est un des plus gros problèmes, hein, clairement, parce que du coup, on met toute notre confiance, absolument toute notre confiance dans les plateformes d'échange centralisées aujourd'hui. Mais malheureusement, la seule chose qu'on peut vraiment savoir, c'est finalement le business model d'une plateforme d'échange et puis parier sur le fait que c'est tellement puissant, comme on a l'impression en tout cas aujourd'hui avec Binance, que c'est tellement puissant qu'il n'y a pas de raison en fait que ça fasse quelque chose comme FTX. C'est que dans leur propre intérêt que Binance reste le plus longtemps possible en fait sur le marché parce qu'ils gagnent tellement d'argent en fait. C'est ça. Donc ça, c'est un petit peu la spéculation qu'on peut avoir en effet sur les plateformes d'échange centralisées. Je ne pense pas du tout que la proof of reserve va aider à quoi que ce soit, pour être honnête. Ça va juste prouver en effet qu'ils ont ces fonds sur une blockchain, point. Et puis basta. Mais ça nous aide pas beaucoup plus. Non, je pense. Ce qui est important là-dedans, c'est voir qu'est-ce qu'ils font avec leurs fonds, dans quoi est-ce qu'ils investissent, est-ce que s'ils louent tes fonds pour à des autres sociétés, quelles sont ces sociétés? Ça devrait être public information. Certainement pour nous, maintenant, si on Google l'exposure de Crypto.com, on ne sait pas où sont leurs prêts, où sont leurs investissements, dans quel protocole ils sont, etc. Donc, je pense que ça va être très important à savoir faire le due diligence d'un échange. Ouais, tout à fait. Okay, 17. All of the stakeholders would have a hard look at FTX governance. I will not be around if I'm not wanted. Okay. Donc, tous les... Oui. Oui, ça, je croyais que c'était peut-être juste juridiciel. Donc, je ne sais pas comment il va faire ça. Mais donc là, il dit que tous les utilisateurs et que tous les investisseurs dans FTX vont devoir voter si SBF reste CEO de FTX. Si ce n'est pas le cas, si les investisseurs ou les users ne le veulent pas, il dit qu'il va partir. Mais comment est-ce qu'ils vont faire ça? La plupart des fois, c'est par un chapitre 11 en disant est-ce qu'on veut SBF encore toujours en étant CEO avec un autre nom d'entreprise, avec un autre token, ou est-ce qu'on veut qu'il sorte? Comment est-ce qu'il va faire ça officiellement? Est-ce que tu vas demander à tous tes users de voter? On sait seulement faire ça s'il y a un comité qui est mis. On appelle ça un unaccredited Investors Committee. Un UCC, mais alors là, il faut de nouveau choisir les personnes pour cette comité et ça doit être officiel. Tu vas pas faire ça avec un poll sur Twitter, quoi. C'est ça. C'est clair. Bizarre. All of the stakeholders, investors, regulators, users would have a large part to play in how it would be run. Solely trust. Ok, donc il veut faire une sorte de DAO alors, une sorte. Faire en sorte que les gens ils puissent participer tout simplement pour voir ce qui se passe par la suite, tout simplement, je suppose. C'est ça? Oui. Would have a large part to play in it. Donc, il veut que, un peu comme
comme un proof of stake que tu sais probablement voter alors en étant un user de voter quelles décisions on prend pour le futur et quelle sorte de décisions on prend business-wise. Je sais pas comment il va faire ça. C'est encore une question. But all of that isn't what matters right now. What matters right now is trying to do right by customers. That's it. Donc, encore une fois, ils veulent simplement faire bien pour les utilisateurs. A few other assorted comments. Okay. This was about FTX International. FTX US, the US-based exchange that accepts Americans, was not financially impacted by this shit show. OK, donc c'est une instance complètement à part. Ce qu'il dit que FTX US, ça n'a rien à faire avec toute cette merde qui est en train de se passer et ils sont encore up and running. Je ne sais pas, je le doute très très fort. Je ne sais pas comment ça soit possible. Si c'est vraiment une entreprise, seule l'entreprise, alors ça serait éventuellement quelque chose qui sait mettre comme collatéral ou quelque chose d'extra pour essayer de recevoir ces fonds. Parce que s'il est en train de rechercher ces fonds de 5 milliards maintenant, et il me téléphone, disons que moi j'ai 10 milliards, je suis rich ass, je suis dans la crypto depuis 2009 et je ne les ai pas vendus, I wish. Mais si ça serait le cas, et il me téléphone et il dit, OK, Jeff, est-ce que tu veux mettre 5 milliards pour mon entreprise? Alors je dirais, oui, pour l'FTX US, éventuellement, je veux bien te donner un prêt, ça dépend de combien ça vaut ce truc et combien tu fais sur les fees, etc. How much liquidity do you run? Et alors, je saurais dire, et je prends tout le reste, donc tout le nom, tout le bazar pour $0. Mais je te donne les 5 milliards pour que les users sont de nouveau bien faits. Et moi, j'ai un FTX US pour presque rien. Et tous les dettes à repayer naturellement, mais ces dettes, je voudrais repayer avec FTX US. Donc ceci, c'est quand même quelque chose, ça sait être intéressant à regarder, mais pour ça, il faut avoir plus d'informations sur FTX US. C'est apparemment 100% de liquid. Donc apparemment, en effet, tous les utilisateurs peuvent retirer leurs fonds aujourd'hui là-bas. Ouais. S'il le dit, je pense que c'est le cas. Ouais. Sinon, oui. Sinon, ça, c'est de la fraude. Ça, c'est quelque chose que tu ne peux même pas dire dans les marchés américains, en fait. Ouais. Okay. At some point, I might have more to say about a particular sparring partner, so to speak. CZ, Binance, naturellement. But you know glass houses. So for now, I'll say this. Well played, you won. OK, donc il disait, il y aura un moment où tout va se calmer, où je vais quand même dire quelques trucs sur CZ de Binance et comment il a fait tout ça. C'est un peu unprofessional. C'est 2 milliardaires qui ont quand même pour une partie joué avec tout l'écosystème. C'est comme ça que ça va, c'est comme ça que ça marche. On a eu les mêmes problèmes en 2008. Ceci, c'est un peu notre Lehman Brothers moment. Il va dire, OK, j'ai encore plein d'informations sur ça et on va parler de ça, mais maintenant, on s'en fout, c'est pas les informations importantes, mais il dit bien joué, CZ, tu as bien fait. Naturellement, là, il y a plein de spéculations. Si CZ l'a fait exprès, probablement oui, mais maintenant il joue le petit enfant insignifiant sans guilt, sans aucune gêne et sans aucune gêne, etc. Non, je l'ai pas fait. Je voulais pas faire déclinguer tous les dominos, etc. Je pense que c'est un shark en effet, mais il a dit well played, bien joué. Je ne sais pas si c'est bien joué. Il y a Zach qui dit ici également, mais cette étude de FTX va impacter très profondément le marché crypto pour certainement longtemps. CZ devait le savoir, mais n'avait certainement pas le choix. Ça puait trop pour FTT. C'est ce qu'il dit. Là, c'est raison, je trouve. Ça peut être trop pour FTT, mais ce que CZ aurait su faire, c'est au lieu de mettre sur Twitter qu'il allait vendre les 500 millions de tokens FTT, il aurait dû simplement téléphoner à FTX en disant, voilà, je veux les vendre OTC. Je vais pas donner d'informations sur ça. Si je les vends ici maintenant chez vous, mais naturellement, ça aurait peut-être duré 2 semaines jusqu'à ce qu'il y ait de nouveau un leak d'informations que Binance a vendu 500 millions de FTT. Pourquoi? Alors, il y aurait de nouveau un bank run. Mais la manière dont laquelle il a fait, ça, c'était quand même très bizarre, je trouve. S'il voulait vraiment être bienveillant, il aurait fait ça OTC. Sans qu'il y ait de la panique officielle sur les réseaux sociaux, je trouve. Exact.
Il y a ici Dark qui dit son copain comme cochon, c'était en gros full planifié. Alors ça, c'est naturellement, on a toutes nos propres croyances là-dedans. C'est Ouais. des choses qui peuvent être possibles, hein, on ne sait jamais. Ouais. Mais c'est voilà, on ne le saura jamais aussi, je pense. Ouais. Je pense qu'il a même, Sisi a même envoyé un mail interne dans la société qui ne savait pas que ça allait être si fort et qui voulait pas que ça se passait, etc. Donc c'était pas son but de le faire. Je ne sais pas. C'est de la spéculation. Qu'est-ce que tu en... Alors, on va peut-être d'abord finir ça, et puis après, on va parler, parce qu'il y a 2-3 choses assez intéressantes aussi sur le chat. Donc, Oui. du dernier ici, donc, not advice, je laisse aussi. Not advice of any kind in any way. I was not very careful with my words here, and do not mean any of them in a technical or legal sense. Ok, je ne sais pas si ça va rester in court. I may well have not described things right, so I'm not trying to be transparent. So I'm trying to be transparent. Ah ouais. I'm not a good dev and probably misdescribed something. Ok, donc là, il s'excuse de nouveau et pour le tweet là, il veut éventuellement se couvrir pour tout ce qui est légal parce que c'est possible qu'il a dit des mal choses dans le tweet, qu'il sait peut-être avoir des problèmes plus tard. Mais donc, ça fait ici aussi, de nouveau, qu'il s'en fait pour les processus juridiciels. Donc, je crois que là, on sait déjà en retirer, enfin, qu'il est en train de planifier de passer en banqueroute parce que sinon, il ne dirait pas ça et il ne croirait pas aux conséquences futures devant le juge. Donc, voilà. Après, dernier petit message, donc de nouveau, il s'excuse envers tout le monde et puis il va donner un petit peu plus d'update dès que possible. Là, psychologiquement, tu dois quand même être très fort de ne pas regarder les commentaires ouais. à ce moment-là. Regarde le premier commentaire, c'est génial. Il y a rien que le deuxième. It's okay, the prison is not that bad. Toutes ces choses-là, je veux dire, il a intérêt, je veux dire, ça reste un humain à la fin de la journée. Il n'y a rien qui l'arrête demain pour disparaître d'un jour à l'autre. Exactement. Le Prison is not that bad, c'est un meme aussi sur le podcast, le live Twitch de Up Only qu'il avait fait avec Do Kwon, Suzu et Martin Shkreli. Et Martin Shkreli disait à Do Kwon, Prison is not that bad. Martin Shkreli, c'est le gars du produit médical, je sais plus pourquoi, je crois que c'était une maladie qui était très difficile à guérir et il a up le prix de 150x du médicament, du médecin. Donc il a acheté cette société qui a fait créer ce médecin et il a fait 100x sur le prix pour le vendre parce que c'était une nécessité de l'avoir parce que sinon les gens allaient mourir. Et donc ça c'est Martin Shkreli. Il avait dit à Do Kwon, Prison is not that bad. Donc ça c'est mis là-dessus, juste en cours. Ouais, voilà. Nice. Donc voilà, ça c'était pour le tweet que SBF il vient de faire. Il avait fait ce tweet juste après qu'on lance le live, donc c'était bien qu'on puisse le regarder aussi ensemble. Oui. Donc merci beaucoup Tintin d'avoir fait cette petite traduction aussi pour tout le monde, toujours bien. Il y avait également ici une personne qui avait parlé de, je reprends, c'est le DPEG du USDT. Là, c'est quelque chose qu'on peut peut-être également voir rapidement aussi ensemble. Donc, parce que c'est assez intéressant. Hein. Là, par exemple, si on prend donc l'USDT contre l'USDC, ce qu'on peut aussi voir, de ma connaissance, dis-toi ce que toi tu en penses et puis un petit peu de ta connaissance aussi, mais chaque fois que j'ai vu des DPEG, à part l'UST, aujourd'hui en tout cas avec les tout gros comme l'USDC, Tether, etc., chaque fois qu'on a fait des DPEG, là par exemple de nouveau, on a été jusqu'à à peu près 96 centimes, 96 centimes, on a été chercher. Ça a toujours été en fait des opportunités de malade pour faire tes 2-3% rapidement. C'est toujours notre financial advice actuellement, mais c'est ça. Avec USDT, il y a toujours du FUD qui vient. C'était en 2018, c'était aussi un market downturn. Le problème avec USDT, c'est qu'ils ont un proof of reserves, mais il est audité par des sociétés internes. Donc, c'est pas des sociétés indépendantes qui le font à chaque fois. Et là, il y a donc beaucoup de doutes de combien de dollars est-ce qu'il y a vraiment, est-ce qu'il y a le même nombre de dollars dans des banques que les USDT en existence. Et qu'est-ce qu'ils font avec ces USDT? Est-ce qu'ils les gardent en réserve aussi ou est-ce qu'ils les gardent dans des bons de trésor américains, ce que BUSD et USDC font? Ils gardent ça dans des trésors américains à court terme, des treasury bills de moins de 3 mois pour quand même garder la liquidité, mais quand même encore avoir de l'intérêt là-dessus.
Donc, avec les Treasury Bills, maintenant, on a presque 4% par an là-dessus et c'est quand même un marché assez liquide. Mais donc, si tu veux, en une fois, si tu as de nouveau un bank run, même sur USDC, même sur BUSD, ils doivent d'abord vendre ce qu'il y a dans les Treasuries. Maintenant, ça, c'est vite fait. Right? Et c'est simplement un problème de liquidité. Mais donc, on ne sait pas où USDT met ses profits. Enfin, les USDT qui ne sont pas dans les wallets des gens. Right? Est-ce qu'ils mettent ça dans des protocoles DeFi? Est-ce qu'ils empruntent ça à des autres sociétés, etc. Donc, il y a toujours un peu de FUD là-dessus, mais on voit, et je crois que Luna et UST a vraiment donné beaucoup de PTSD aux gens qui étaient juste rentrés dans le marché en disant ouf, un stablecoin s'est passé à zéro. Mais il y a une très grande différence entre un stablecoin algorithmique et un stablecoin qui a des réserves entre 1 à 1. Mais donc, USDT, il y a toujours des doutes que la réserve est peut-être 0,8 à 1. Mais donc voilà, USDT, c'est toujours un peu plus FUD et sketchy. Donc, si vous voulez sortir de USDT, naturellement, je vous dis, les dollars, c'est toujours beaucoup plus intéressant. Mais ce n'est pas toujours aussi facile pour les gens de vendre leur stablecoin en dollars. Pas plus d'informations là-dessus. Mais si vous voulez garder en stablecoin, alors mets-les dans USDC ou BUSD. Là, les proof of reserves ou les réserves sont plus accurats. Mais non, c'est pas à 100% sûr non plus naturellement, mais c'est plus. Il y a moins de FUD que USDT. Voilà. C'est clair. Peut-être, alors l'objectif normalement de ce live, c'était pas de rester toute l'après-midi, qu'on soit bien d'accord. Hein, on était vraiment venu en express pour venir discuter un petit moment avec vous tous, essayer de répondre à quelques petites questions si d'un coup il y en avait, et puis de parler un tout petit peu des choses un petit peu hot. C'est vrai que c'est tout simplement extrêmement important de notre point de vue, en tout cas, de bien suivre tout ce qui est en train de se passer avec FTX, parce que voilà, pour pas qu'on ait ce côté avalanche sur le marché de la crypto-monnaie aussi, puis de bien être au courant justement qu'est-ce qu'on peut faire, s'il y a des opportunités ou pas. Il y a également du coup les chiffres qui sont sortis, donc 7,7% pour l'inflation. Pour l'inflation, oui. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un petit peu plus en rapport avec ça, et puis comment ça se fait qu'on voit sur le DXY, donc sur le dollar aussi, qui a eu donc une chute en 20 minutes de 1,9% quasi. Yes. Et puis si après tu peux nous parler un tout petit peu du US 100 pour les personnes qui ne savent pas exactement ce que c'est. OK, donc les chiffres d'inflation étaient nettement plus positifs que expected. On croyait que ça allait être 7,9 ou 8%, on est passé à 7,7%. Mais non, le dollar descend. Pourquoi? Parce qu'on croit qu'il y aura un soulagement de la Fed qui enfin voit l'augmentation des taux d'intérêt travailler. Puisque l'inflation est en train de descendre. C'est dommage que j'ai pas les graphes, mais moi j'ai fait quelques modèles sur ça. Allez regarder le live de mardi, je pense, sur les modèles. Ouais. Et on est en train de suivre les modèles assez bien maintenant. Je pense par cœur que c'est le modèle qui nous atterrirait à mars 2023, où l'inflation est plus bas que les taux d'intérêt. Et c'est ça qu'on est en train de rechercher en fait. On veut une inflation qui est plus bas que les taux d'intérêt pour que l'économie se ressouffle un peu. Donc avec les chiffres d'inflation qui étaient nettement plus bas qu'on croyait, et ça donne du soulagement dans les marchés. Et vous savez que tout le monde est en train d'attendre de repasser un risk-on dans une économie qui passe bien et les taux d'intérêt qui sont très bas. C'est un environnement un risk-on parce qu'on n'a pas d'autre choix où investir notre argent parce qu'on n'a pas de gros taux d'intérêt sur les investissements safe comme les obligations ou les bons de trésor américains. Et donc, on doit investir notre argent dans des autres trucs, donc on doit prendre plus de risques. Ça s'appelle TINA, There is no alternative. Et donc, on regarde ça maintenant. Le dollar a descendu sur les bonnes nouvelles de l'inflation. À cause de ça, les investisseurs croient que la Fed va maintenant savoir adoucer un peu les jumps de taux d'intérêt. Et je pense que la Fed va rester assez dure, va rester assez fort. Donc, ceci, c'est de nouveau être un jump. Pour moi, on n'est certainement pas encore au pic du dollar. On aura de nouveau probablement un gros impact sur la prochaine décision des taux d'intérêt de la FOMC. Parce que là, on va voir que, OK, ça va être 0,5, mais ils vont pas passer à 0 point d'intérêt. Donc, l'économie, on n'est certainement pas encore sorti du bordel, donc c'est juste un soulagement assez court terme, selon moi.
Qu'est-ce que ce soulagement donne du DXY? Ça, on a une très haute corrélation inverse. Les corrélations, on calcule ça avec la formule de corrélation Pearson. Et la corrélation Pearson est à moins 0,85, comme ça, quelque chose. Donc, on a une très haute corrélation avec les marchés de crypto et le DXY, le Dollar Strength Index. Et donc, on a le soulagement sur la crypto aussi, mais on a surtout un très, très grand soulagement sur les marchés traditionnels comme les S&P 500, le Nasdaq, le US 100 et le Dow Jones. Et pourquoi? Parce que encore toujours les plus grosses entreprises sont des entreprises tech. Et les entreprises tech, c'est quand même un des investissements les plus risk-on qu'on sait avoir. Et c'est pour ça que ça monte si fort. On a des Amazon, on a des Google, on a des Meta. Meta a perdu énormément, Tesla a aussi perdu énormément, mais ils sont encore toujours des gros mastodons. Ce qui fait que l'argent reflotte de nouveau dans les risk-on assets et on voit le gros soulagement dans les marchés traditionnels là-dedans aussi. Donc ça, c'est la raison. C'est fou, hein, 5% quand même en une heure, une heure et demie de temps. C'est ça les surprises. On regarde tous les données à chaque fois, les données macro qui sortent. Et parfois, il y a presque rien. C'est un pétard mouillé. Pourquoi? Parce que on n'a pas de surprise. On a les mêmes données que le consensus qui était priced in. Mais maintenant, un PCI, donc l'inflation qui est nettement plus bas que le marché pensait, c'est une surprise. Et pour nous, heureusement, c'était une surprise vers la hausse. Mais si on aurait vu une inflation de 8,4%, on aurait eu une capitulation vers la baisse sur le marché traditionnel et encore plus de pressure vers la baisse sur le Bitcoin, naturellement. Donc voilà, ceci, c'est une surprise. Et c'est pour ça qu'on regarde à chaque fois, parce que c'est de la spéculation qui seront les chiffres. Et si les chiffres sont une surprise, c'est quand même cool de regarder les marchés et l'impact et la corrélation entre les deux. Après, le côté aussi où imaginons, le dollar, il chute, comme c'était presque même prévu. Dans la situation qu'on vit actuellement en rapport avec le milieu de la crypto-monnaie, avec tout le FUD qu'il y a, le fait de parier vers le haut à ce moment-là, c'est quand même risqué de mon point de vue. C'est très risqué. Parce qu'il y a une corrélation énorme. D'ailleurs, là, maintenant, on a la preuve que Bitcoin est vraiment bien corrélé. Oui. Elle suit parfaitement tout. Peu importe ce qui se passe avec FTX, peu importe avec tout ce qui se passe finalement dans ce milieu-là, avec les quasi 200 milliards de dollars qui ont été perdus en un petit peu plus un peu moins de 2 jours sur la capitalisation totale de toutes les crypto-monnaies. Mais finalement, on voit que finalement la hausse était quand même vers le haut. Donc, on en apprend aussi quand même avec ça. On apprend, et ça, c'est aussi simplement, on ne doit pas voir plus loin dans une corrélation. C'est une fois qu'un des deux du trading pair baisse en valeur, l'autre gagne de la valeur aussi. Hein. Donc, si le dollar descend, naturellement, la valeur de Bitcoin nominée en dollars augmente aussi. Donc, on voit cette corrélation. Et c'est pour ça que je voudrais dire, sois quand même prudent, parce que ceci donne de nouveau des liquidations de short, parce qu'il y avait énormément de personnes qui étaient short. Ils payaient énormément de taux d'intérêt au long aussi pour être short. Maintenant, il y a beaucoup de shorts qui sont liquidés. Donc, ça donne de nouveau un souffle de repasser en short maintenant. Et c'est très possible que la smart money est en train d'utiliser cette nouvelle liquidité, ce FOMO d'investisseurs particuliers ou de traders particuliers pour filer leur short et leur position short. Okay? Donc, faites gaffe pour ça parce que, le marché traditionnel a un souffle, le DXY est descendu, mais le marché des cryptos est vraiment, vraiment dans la merde. Donc, le marché crypto a vraiment pas intérêt de monter ici, sauf si c'est un short squeeze ou sauf s'il y a des autres choses qui se passent. Donc, je ne dirais pas d'avis financier, mais ne FOMO pas dans ce run. C'est très possible qu'on a des short squeeze et que ça passe encore très, très haut, mais le marché total est certainement baissier à long terme. Et si on va rester voir les nouvelles de FTX, mais si FTX est en banqueroute, alors la capitulation, c'est venir dans les semaines qui viennent avec l'information qu'on a. Exact. Voilà. Et en tout cas, à court terme, tout ce qui est manipulation actuellement sur le marché, on voit très bien qu'il est quand même très élevé, la manipulation. D'aller rechercher de l'imbalance, typiquement dans des zones de 19 000 $, c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Oui. On connaît le Bitcoin, on sait que ça peut prendre moins d'une heure de temps pour aller chercher des fois ces prix-là, si c'est pour finalement aller chercher encore des prix plus bas ou pour aller ranger autour des 15 000 $. Ouais. Donc, faites vraiment juste bien attention avec ce que vous allez faire maintenant sur le marché. C'est sûr que pour ceux qui sont plus conscients et qui ont plus d'habitude maintenant sur ces marchés avec beaucoup de volatilité,
eh ben, il y a clairement du profit à prendre, mais soyez tout simplement vigilants et sachez que ce que vous faites, parce que c'est complètement fou. Et puis, ça, c'est pour le Bitcoin. Mais après, c'est sûr qu'on peut aussi parler un tout petit peu de très rapidement qu'est-ce que toi, tu en penses du FTT avec, finalement, comme monnaie actuellement. Donc là, elle reprend de la valeur. Donc, c'est comme si elle suivait un petit peu le Bitcoin à très court terme. Mais, ouais. Est-ce que toi, actuellement, avec les informations que toi tu as, quel est un petit peu ton avis sur le FTT? Est-ce que pour toi, c'est bon, on est parti à zéro? Ça va être très, très dur de partir à zéro parce que puisqu'il y a tellement de FTT qui est bloqué maintenant, le marché, il y a vraiment pas beaucoup de tokens qui sont encore libres, right? Donc, je sais que tout le monde veut shorter FTT parce qu'on sait tous que ça va à zéro. Mais c'est un peu la même histoire que Celsius. Tu devrais une fois regarder le token Cell. C'était la même chose. Il y avait plein de short squeeze là-dessus parce qu'il n'y a pas assez de liquidité pour short le FTT. Parce que le FTT, pour passer en short, tu dois donc prêter le FTT et le vendre sur le marché. Ouais. Ça, c'est un short, right? Tu le vends instantanément. Mais s'il n'y a pas de FTT à vendre, puisque tout est stock dans FTX, naturellement, c'est très difficile de short. Et c'est très facile de faire des short squeeze. Donc, je ne traderai pas ce marché. Je suis sorti de mon short vers 4,50 $. Et alors, tu oublies, parce que maintenant, ici, enfin, c'est pas de la vie financière, naturellement, mais ici, on est très prone pour les short squeeze, et ceci, c'est toute la smart money se régale sur des trucs pareils. Et n'oublie pas qu'il n'y a pas beaucoup de liquidité sur ces marchés. Donc, normalement, ça devrait passer à zéro, mais comme c'est le token, il trade encore toujours sur 0,6 cents. Et Celsius est complètement foutu. Ouais. Right? Donc, fais gaffe avec ça. C'est encore toujours des tokens, ce n'est pas des stocks. Ouais. C'est ça la grande différence entre les deux aussi. Il y a énormément de différence entre les deux marchés. Mais pour ça, faites gaffe si vous voulez short FTT. Je pense que le bateau est parti. Et s'il y a des short squeeze là-dessus, si FTT monte vers 10 $, oui, là, éventuellement, reprendre un short dessus n'est pas stupide. Mais un marché pareil, moi, je ne le touche plus à partir d'ici. OK. Alors, est-ce qu'on peut vite regarder le sol? Parce que c'est vrai que le sol a clairement aussi un impact énorme actuellement avec le marché. Complètement. Surtout avec FTX, avec Alameda également. Excellent. Donc, ouais. À quoi s'attendre aujourd'hui avec Solana? C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui croient quand même dans Solana également à long terme. Alors, moi, je suis pas spécialement un grand fan, mais je dis pas que Solana ne peut pas rester là à long terme. Mais quel est l'impact, disons déjà rien qu'à court terme, de tout ce qui est en train de se passer? Et puis, est-ce que tout a déjà été liquidé sur le marché? Donc, il y avait un époque de 900 millions de dollars de Solana qui était livré de nouveau aujourd'hui. C'était ce matin. Ce qui s'est passé avec ces 900 millions de Solana, nous, on pensait que ça allait être vendu immédiatement en market buy. Ça, c'est à voir. Il y a eu une petite chute là-dessus, sur ces nouvelles, mais pas autant qu'on pensait. Solana et FTX était gigantesque dans Solana. FTX était très probablement le plus grand market maker, donc le donateur de liquidité dans le marché de Solana. Ce qui a fait que, et ils avaient aussi 600 millions millions de dollars de Solana aussi. Backed, SBF a acheté Solana à 3 $. Ils ont investi énormément d'argent dans le protocole. Et donc, ce qu'on pensait, pourquoi Solana a tellement chuté, c'est, on pensait quand il y avait le tweet de Caroline, qu'elles allaient acheter les FTT à 22 $. On a vraiment vu, moi j'ai mis une ligne sur les 22 $ à partir de ce tweet. Je l'ai mis sur le live aussi. C'est une fois que ça casse ces 22 $, on a la capitalisation psychologique aussi. Parce qu'une fois que tu fais un tweet, que tu achètes n'importe combien à un prix de 22 $, ça fait que ce prix de 22 $ doit rester psychologiquement, right? Et donc, une fois que ça a cassé, on a vu Solana qui cassait aussi. Pourquoi? Parce qu'on sait que FTT a énormément de Solana. Right? Et donc, le truc le plus probable, c'était Caroline avait dit, et on va voir ça dans les documents un peu plus tard, j'espère, où elle avait dit defend the peg, enfin defend FTT avec tout ce qu'on a. Et ce qu'ils avaient alors, c'était de l'Ethereum et du Solana. Donc, c'était très probable qu'ils étaient en train de vendre Solana en masse pour acheter du FTT avec, pour garder le prix à 22 $.
right? Et quand il a cassé de $22, ça fait que presque tout leur Solana était probablement vendu. Et c'est pour ça qu'on a eu cette capitulation gigantesque sur Solana. Ces nouvelles sont parties sur Twitter, sur les réseaux sociaux, et c'est ça qui a fait la cascade sur Solana. Ouais. Exact. Puis c'est pas du tout fini, hein, donc c'est pas du tout fini. Vraiment faire attention, je pense. Pas du tout. Je vais prendre encore d'autres petits messages qu'il y a également eu sur le chat. Donc ici, apparemment, il y a une adresse USDT appartenant à FTX vient d'être gelée par Tether. Ici. T'es au courant de ça? De quoi? Une adresse USDT appartenant à FTX vient d'être gelée par Tether. Ah putain, ok, donc désolé. Donc il y a beaucoup de FUD sur USDT aussi parce que il disait que 70% de tout l'USDT minted, environ 46 milliards de dollars, je pense, mais que c'était acheté par FTX. Maintenant, il y avait un peu de drame sur ça, même des gens que je respecte assez fort sur Twitter aussi, avec énormément de followers qui disaient oui, ça c'est incroyable, mais si Tether, s'ils avaient 47 milliards, s'ils ont acheté 47 milliards de Tether à Tether, ils devaient mettre 47 milliards de dollars en cash contre ça. Donc, ça ne rend rien pour la stabilité de Tether. Mais maintenant, on a la nouvelle qu'ils ont bloqué ces Tethers. Pourquoi? On ne sait pas. On verra. Stablecoin user Tether voilà. has frozen 46 millions de USDT ont donc été bloqués sur la blockchain de Tron. Donc ça pour moi personnellement, alors après on va voir ce qui va se passer naturellement avec. C'est la blockchain du Tron? Ouais. Okay. The Tron blockchain. By failing crypto exchange FTX following on a request by law enforcement. Ça de ton point de vue, est-ce que c'est l'avantage de la centralisation ou est-ce que c'est un désavantage? Ça c'est une très très dure question. Mais donc ça, je disais, donc c'est apparemment à cause du SEC et la DOJ qui viennent toquer dessus. La seule façon sur laquelle il sait se défendre là-dessus, c'est de clarifier banqueroute. Mais maintenant, ces nouvelles qui sont sorties, probablement qu'il va déclarer chapitre 11 dans 2 heures, dans 10 minutes ou certainement demain. Ces 46 millions, est-ce que c'est quelque chose de positif? Je ne sais pas. Ça sait être positif ici parce que ces 46 millions, ils peuvent éventuellement être liquidés ou faire quelque chose avec pour rendre aux utilisateurs. Mais ça, c'est purement de la spéculation maintenant. Bien sûr. C'est la DOJ et la SEC qui va décider qu'est-ce qu'on va faire. Parce que je vous avais expliqué au début du live stream en plus que ça serait probable qu'il va devoir déclarer le banqueroute parce que sinon, tous ces fonds allaient être frozen, right, s'il ne le fait pas. Ouais. Et donc, voilà, maintenant, la SEC l'a fait, la DOJ l'a fait. Donc, on va voir avec ça. C'est quand même 70% de tous les Tethers que FTX avait. Donc, c'était le market maker, un des plus grands market makers, donc des utilisateurs, de donateurs de la plus de liquidité dans le marché. Et ça va avoir un gigantesque impact aussi. Je suis en train d'essayer de faire des recherches là-dessus, de qu'est-ce que ça donne, toute cette liquidité, parce que les autres échanges, la plupart des fois, ils font simplement de l'arbitrage parce qu'ils n'ont pas de liquidité. Des échanges plus petits, ils n'ont pas la même liquidité. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent leur liquidité sur FTX, right? Parce que ces 46 milliards, c'est probablement de la liquidité des autres échanges, etc. C'est de nouveau la spéculation, mais c'est bien possible. Parce que sinon, d'où vient ces 70%? Ben, c'est simplement parce que les petits échanges sont en train d'utiliser la liquidité de FTX pour se créer un marché, pour se gagner de l'argent sur des fees en donnant cette liquidité, en travaillant avec des market makers. C'est comme ça que les échanges traditionnels travaillent aussi. Il faut des Goldman Sachs, il faut des JP Morgan pour donner la liquidité dans les order book flows, pour garder le spread le plus bas possible. Et c'est ça que probablement que FTX a fait. Et c'est ça probablement que les 46 milliards de Tether sont. Donc, encore une fois, spéculation, mais donc grosse alarme ici. Ces 46 milliards seront probablement des treasuries de autres échanges, selon moi. OK? Donc, des plus petits échanges. On va voir ce que ça va donner, ça. Je veux pas vous faire peur aussi, donc c'est complètement la spéculation. Je ne suis vraiment pas sûr de quoi je suis en train de dire, mais ça, c'est les lignes que je mets dans ma tête. Mais c'est super intéressant en tout cas. Puis comme on disait au tout début du live, ce qu'il faut vraiment maintenant
commencer à réfléchir pour toute personne. Alors, naturellement, on commence à parler de gauche à droite, par exemple, des cold wallets. Alors, on le sait depuis bien des années que c'est… Ah, c'est 46 millions ou 46 milliards? 46 millions. Ah, c'est 46 millions? Ouais, 46 millions. Ah, moi je croyais 46 milliards. Les gars, Jesus Christ. Non, 46 millions. Ok, donc 46 millions d'USDT, non, c'est rien. C'est en rapport avec… c'est clairement en rapport avec Justin Sun. Ouais, ok. Ah, Justin Sun avec Tron pour essayer de gagner. Ah, Dieu. C'est sûrement ça. Wow, Phil. Ok, non, je croyais 46 milliards, ça serait un très gros problème naturellement, mais 46 millions, c'est rien. Non, sur la Tron blockchain, non. Ça, on s'en fout. On s'en fout. Enfin, exact. Ouais, moi, je m'en fous. Mais ouais, je voulais juste revenir aussi là sur un message là d'abondance aussi. D'ailleurs, le fondateur de Kraken a démissionné de Kraken le mois passé. Je le vois pas comme un bon signe. Il avait averti les utilisateurs que les fonds pouvaient être gelés. Et ça, c'est exactement dans le scénario dans lequel on est en train de vivre. Exact. Demain, on ne sait pas ce qui se passe. Entre aujourd'hui et puis demain, vous avez à n'importe quel moment une plateforme d'échange centralisée qui peut faire exactement la même chose qu'à FTX. Et puis, il faut être conscient de ça. Même si c'est faible, le pourcentage de chances que ça arrive est faible. C'est pas une chance sur 2 ou peut-être une chance sur 10, peu importe. La probabilité, elle existe. Et si vous avez des fonds aujourd'hui sur ces plateformes, sur tous ces CeFi, le côté CeFi, s'il vous plaît, soyez conscient du risque. Tout simplement ça, conscient du risque. Et puis, en rapport avec ça, parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui ont de l'argent qui ne peuvent pas se permettre de perdre, qui est vraiment très importante pour eux, sur des plateformes d'échange centralisées. Donc, mettez cet argent que vous ne pouvez absolument pas perdre, qui est importante pour votre vie, sur des cold wallets. Si vous voulez faire du trading, si vous voulez faire certaines choses sur des plateformes d'échange centralisées, il n'y a aucun problème. Mais regardez dans les prochaines semaines déjà comment tout ça va déjà se dérouler, parce qu'il y a encore plein de choses, on va avoir plein d'informations dans les prochains jours. Tout ça s'est passé en 48 heures, façon de parler, j'ai l'impression. En 72 heures, on a eu une vague d'informations, tout qui arrive en même temps. C'est complètement fou. Là, j'ai mis en 5 secondes, c'est pour ça que ça bouge, bouge pas mal. On a le DXY ici avec le Bitcoin, on a fait en 5 secondes juste pour voir un tout petit peu la corrélation. Je voyais pas que c'était en 5 secondes. Ouais. Ok, ça va. Je croyais qu'il y avait déjà le exit liquidity qui était en train de se faire. Mais donc, en effet, très important, cette contagion, il y a une grosse possibilité et c'est presque une certitude qu'il y a une contagion énorme de tout ce qui se passe avec FTX. 10 milliards est gigantesque. Je le répète encore une fois, je l'ai déjà dit quelques fois pendant ce live, mais donc, ça ne vaut pas la peine pour tes 6% de API que tu reçois sur cet échange ou de 10% d'API que tu reçois sur cet échange ou que tu trades avec un montant, éventuellement retirer ce montant, ce n'est pas stupide. Just be safe, guys, be safe. C'est tout ce que je sais dire. Exact. Il y a eu ce côté où, encore une dernière petite chose que je voudrais encore juste partager, où en 2018, on l'a bien ressenti, c'était quand qu'on était autour des $6 000. Tout le monde était au plus bas. Tout le monde était déjà tout au bas. Ils avaient déjà perdu énormément d'argent. Mentalement, c'était déjà la merde. J'ai l'impression que c'est important pour un marché dans lequel, comme on vit nous, d'avoir cette sorte de troisième vague, parce que je vois ça ici là de Dark Nunu aussi qu'il note, une certaine troisième vague où on tabasse sur les gens, on tabasse sur le mental, on fait en sorte qu'il y ait des gens qui soient 100% liquidés sur le marché. Ouais. Et ça, c'est la dernière vague d'opportunités pour le smart money. Ouais. Est-ce qu'on est dans cette vague-là? Je l'espère. J'ai l'impression que ça ressemble à ça. Ouais. Il y a toutes ces mauvaises nouvelles, quelque part, même moi, pour être honnête, comme ça vous le savez aussi, puis je vous le dis en toute transparence, il y a forte chance qu'entre aujourd'hui et demain, je vais sortir des fonds de mes plateformes d'échange centralisées, même Binance. Je vais sûrement encore avoir des fonds dessus, mais je vais clairement en ressortir une belle partie, tout simplement par sécurité, parce que j'ai pas envie en fait que ça m'arrive personnellement. Ça m'est jamais arrivé à quelque chose comme ça, et je touche du bois, et j'ai eu clairement de la chance aussi. Mais si ça m'arrive, je sais que mentalement, ça tabasse. On est dans des situations aujourd'hui financières, pas seulement dans la crypto-monnaie, mais en général, qui sont extrêmement importantes. Et c'est maintenant qu'il faut avoir du cash. C'est le cash is the king now. Donc, de le perdre d'une manière débile, c'est la dernière chose qu'une personne veut. Et donc, cette troisième vague est extrêmement importante aussi. Extrêmement. Parce que cette troisième vague, moi, je ne pensais jamais qu'on était dans la capitulation à 20 000 parce que tout le monde était encore en train d'acheter n'importe quoi. Il y avait encore tellement de personnes qui étaient en train d'acheter des altcoins. Et maintenant, on voit vraiment le misère. On voit vraiment le drame.
C'est très dommage que ça devait se passer comme ça. Mais en effet, j'ai les vibes comme de 6 000 à 3 500 là, où tout le monde est sorti du marché, 99% des gens, tout le monde était en train de parler que Bitcoin est mort, c'est un risque systémique, ceci, on va vers zéro. Et maintenant, on le voit sur les réseaux sociaux aussi. Tous les très grands investisseurs, les gars que je suis déjà depuis longtemps, etc., ils m'ont dit, ben voilà, je dois retrouver un 9 to 5, un job normal parce que j'ai perdu tout. Et là, tu ne sais, oui, c'est horrible parce que c'est à des moments là où tu veux juste ton cash. Je l'ai vécu aussi et c'est des moments là où tu veux ton cash, tu les as gardés pendant 6 mois au sideline pour quand il y a quelque chose comme ça qui se passe, et ben alors là t'es aussi en dédupé. Et ça c'est des toutes grosses opportunités dans le marché. Exactement. Ouais. Bah voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Naturellement, on pourrait encore parler pendant des heures, c'est pas du tout un problème. Hein. C'est juste qu'on voulait absolument venir durant ce moment assez important, à parler rapidement aussi des chiffres de l'inflation. Je pense que c'était un point important aussi. Et puis voilà, de pouvoir être un petit moment avec vous durant ces moments, comme on vous a bien dit depuis le tout début de Cryptologie, qu'on essaie d'être là au maximum avec vous durant les moments qui sont bien, mais également durant les pires moments du marché. Et puis je pense que maintenant, vous le savez tous, on est clairement dans cette situation, on est dans les pires moments du marché, donc on essaie d'être là également au maximum avec vous. Et puis moi, ça m'a fait super plaisir d'avoir pu le faire aussi avec Tintin à côté de moi cette fois. Donc ça, c'est cool. Il y avait une des toutes premières questions, du coup, si on peut un petit peu déraper, il y a une personne qui t'a posé la question, comment tu trouves la Suisse? Ben, j'en ai pas encore, j'ai pas encore vu beaucoup de la Suisse, mais c'est jusqu'à maintenant c'est génial, les lacs, les bâtiments. On a eu beaucoup de chance avec le temps aussi aujourd'hui. Il y avait un petit soleil qui brillait, et c'est super sympa jusqu'à maintenant. Donc 100%. Je ne viendrai pas ici, je crois, parce que la vie est un peu trop chère pour moi. Je préfère l'Asie du Sud-Est. mais oui, la Suisse est cool, certainement. Les gens sont sympas. Yes. Donc, ouais. Top. Et puis il y a une question ici, B2B, beer to beer. On va sûrement aller ce soir et d'ailleurs au beer to beer. Certainement. Et puis on n'a pas que Tintin également qui est ici en Suisse. On a plusieurs personnes de l'équipe qui sont là. On est 5 en total, donc ils sont tous ici, ils sont tous en train de bosser juste derrière nous actuellement. Ouais. Donc on va aller les retrouver. Et puis s'il y a des gens qui viennent ce soir au beer to beer ici à Neuchâtel en Suisse, eh ben on se retrouve ce soir pour boire 2-3 petites bières ensemble, naturellement toujours avec modération, et puis parler crypto-monnaie naturellement. Exactement, génial. Top. Est-ce qu'on lance un petit raid, les gars, pour quelqu'un? Est-ce qu'il y a... on va regarder si Asher il est encore en live. Asher passe en live aussi, je crois. Oui. Comme ça, on peut peut-être faire un petit raid chez lui. Ça peut être cool. Parce qu'il parle sûrement de... Ah non, il est arrêté. Aïe. Ah bah Asher, il est plus en live. Merde. Ok. Parce que je suis sûr qu'il parlait également de cette situation. Donc, on peut peut-être aller donner un petit peu de soutien ailleurs, les amis. Est-ce que vous avez des petites propositions? Il est parti. Ok, ça roule. Une petite remontée. Est-ce que vous pensez qu'il y a une petite remontée? Mais non, ça va redump. Ouais, c'est à peu près ça. N'hésite pas à regarder le rediff. On a vraiment parlé de pas mal de choses différentes. Ouais. On a regardé un petit peu le tweet aujourd'hui de SBF également. Puis on a parlé justement du marché, puis un petit peu de ce que nous, on pense qu'il allait peut-être se passer. Donc, n'hésite pas à regarder une fois qu'on finit le live. On repart tout de suite. Du coup, ouais, avec tout ça. Du hot top pour remonter le moral. Quel con. C'est qui? C'est Amourante et des trucs comme ça, ouais, non? Ça, ouais, exactement. Non, on va pas faire ça, non. Ouais. Ce qui pourrait être, je sais pas si on n'a jamais fait en fait un raid chez un gros streamer gainer comme Gotaga ou comme ça. Est-ce qu'on fait une fois un trade chez une personne comme ça, ou est-ce que vous préférez? Il faut pas donner du support. Il faut donner du support pour les petits, je trouve. Ouais, c'est ça. Parce que les gros, oui, ils sont cool, mais c'est les petits. C'est vraiment dur sur Twitch. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Est-ce qu'on fait plutôt de la musique? Est-ce qu'on reste sur la crypto, les amis? Est-ce qu'on part sur des discussions? Arrête sur Radiologique. Excellent. Peut-être petit crypto. Un petit crypto. Alors, il y a Bankable. Ils sont tous en panique là aussi. Donc, il y a CryptoPulp aussi qui est en train de parler. Oui, pourquoi pas CryptoPulp comme ça. Je regarde ici CryptoPulp. Allez, on va donner un petit peu de soutien à CryptoPulp. Je fais une connerie. Non, Coolpay. Allez, 2-1. Ouais. Nickel. Alors, le
Raid a été lancé, les amis. Alors, on va directement se quitter naturellement. Déjà, un big up à toutes les personnes qui ont participé. Merci infiniment. J'espère que ce petit live rapide vous a bien plu. Merci beaucoup, Tintin. C'était cool. Avec plaisir. Et puis, quand on arrive chez CryptoPulp, naturellement, les amis, comme d'habitude, respect avant tout, vous représentez la communauté de chez Cryptologique. Plein de crypto-love dans le chat. C'est gratuit, ça donne beaucoup d'énergie. Et puis, on se retrouve du coup très, très, très vite avec ce marché de fou, les amis. Take care et faites attention à vous, en tout cas. Yep. Ciao, ciao tout le monde. Salut. Bye. Take care.